bien sur la RTG Coloma. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le président Alpha Condé a lancé ce matin le thème de la feuille de route de la présidence de l'Union africaine pour l'année 2017. Le dividende démographique et la jeunesse sont au cœur de cette feuille de route. Et puis la Cour constitutionnelle change de vice-président. Dr Ali Adjabi a passé le témoin à Dr Mohamed Lamine Bangoura en présence de nombreux diplomates et personnalités de notre pays. La télévision nationale soufflera ses 40 bougies le 14 mai prochain. Nos reporters font l'état des lieux de ce média de service public. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre au compte de cette grande édition. Le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a lancé aujourd'hui le thème de la feuille de route de la présidence de l'Union africaine pour l'année 2017. Un thème retenu par l'Union africaine au 28e sommet et qui est intitulé « Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Ibrahima Keita. C'est une cérémonie qui confirme la validation par la Guinée des activités contenues dans la feuille de route du thème de l'Union africaine qui est tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Cette vision africaine implique l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est pourquoi les dirigeants africains se sont placés dans l'axe de mener plusieurs activités en faveur des jeunes. Dès lors, les chefs d'État africains ont décidé de faire de la jeunesse du continent le véritable fer de lance du développement avec à la clé l'exploitation du potentiel humain pour une Afrique qui change. À l'instar des autres pays africains, la Guinée lance officiellement ce thème, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de lancer le thème de notre dernier sommet. En effet, il y a 3 ans, à Johannesburg, j'avais interpellé mes pairs. La jeunesse africaine peut être une chance pour l'Afrique, mais aussi elle peut être une bombe qui nous fera tous sauter. Alors, c'est nous qui devons choisir. Ou nous faisons en sorte que la jeunesse soit la véritable chance de l'Afrique pour que l'Afrique vienne au centre du monde, ou il est évident qu'aujourd'hui, tous les dirigeants africains sont interpellés. Nous voyons nos jeunes mourir dans le désert de la Libye ou dans les eaux de la Méditerranée. J'ai dit à Abidjan en m'adressant à mes collègues, est-ce que cela ne me fait pas honte, nous, les chefs d'État? Car la jeunesse, 70% de la population de l'Afrique a moins de 30 ans. Cela est une grande chance, à condition que nous puissions investir dans cette jeunesse au niveau de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'agro-industrie, etc. L'Afrique a les principales matières premières, que ce soit agricole ou minière, nous avons de l'eau partout. Donc, rien ne peut justifier que nous ne puissions pas devenir l'avenir du monde. J'ai l'habitude de dire qu'en nous comparant à la Chine, que nous avons un avantage que la Chine ou l'Asie du Sud-Est, c'est le fait que notre main-d'œuvre n'est pas chère. Mais que nous avions un grand désavantage par rapport à eux. Les ressources humaines et la maîtrise technologique. Mais je dis aussi que les choses sont en train d'évoluer si on observe bien le monde. Nous savons, on dit que la Chine est l'usine du monde, c'est vrai. Mais dans le développement d'un pays, il arrive un moment donné où le pays se consacre vers les industries les plus performantes, en laissant progressivement à d'autres les industries traditionnelles. La Chine est aujourd'hui à cette étape. Pour cela, elle doit davantage compter sur son marché intérieur, ce qui veut dire que la main-d'œuvre deviendra de plus en plus chère. Pendant ce temps,
Nous avons rattrapé notre retard. Qu'est-ce que le retard? C'est la non-maîtrise des nouvelles technologies. Alors, si nous avons la capacité d'investir dans la jeunesse, d'abord dans l'éducation, c'est-à-dire, si nous permettons à la jeunesse de maîtriser les nouvelles technologies, notre avantage aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies nous font faire des pas de géant. Le plus simple, vous êtes très jeune, mais vous avez vu savoir avant, pour téléphoner, il fallait mettre un grand câble, avoir un téléphone, etc. Mais aujourd'hui, avec un simple portable, vous pouvez téléphoner partout dans le monde. Avant, il fallait avoir d'ordinateur aussi presque plus grand qu'une chambre. Aujourd'hui, avec un petit ordinateur microprocesseur, vous avez autant de capacités que cela. Donc, les nouvelles technologies nous donnent l'avantage de profiter de l'accélération de l'histoire, mais à condition que la jeunesse africaine maîtrise ces nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons mis en tête d'abord l'éducation. La nécessité pour nous d'avoir des universités performantes afin que notre jeunesse maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. La deuxième, c'est la santé. L'Afrique est victime souvent d'épidémies, de maladies de toutes sortes. Mais sans santé, mais sana in corpore sane, comme disaient les Romains, l'esprit sain dans un corps sain. Donc, s'il n'y a pas la santé, on ne peut pas se développer. C'est pourquoi nous avons fait de la santé le deuxième. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Pourquoi? Nous ne fabriquons pas les médicaments. Et nous sommes envahis de faux médicaments. Pourquoi nous avons décidé qu'il faut que l'Afrique puisse fabriquer les médicaments. Mais cela suppose une coopération entre les États, pas du tout un marché élargi. C'est tant plus important que la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria doivent avoir souffert de l'Ebola. Et nous savons les conséquences qu'a eu cette maladie sur nos pays. Nous avons dit aux médecins amis venus nous accompagner qu'il est nécessaire que l'Afrique non seulement puisse faire des médicaments, mais aussi des vaccins. Non, vous ne pouvez pas faire les vaccins. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire les vaccins? La raison véritable, ce n'est pas que nous ne sommes pas capables, mais cela mettra en cause les intérêts des très grands laboratoires qui pourront faire les vaccins. Mais si nous ne faisons pas les vaccins, donc il n'y a aucune raison que scientifiquement, techniquement, nous ne pourrons pas faire les vaccins. Et c'est là extrêmement important. Donc, l'éducation, la santé. Mais il ne peut pas avoir de développement sans énergie. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi nous avons fait de l'énergie le troisième secteur prioritaire. Vous allez dire oui, mais ce n'est pas l'énergie qui va nous donner. Mais s'il n'y a pas d'énergie, vous ne pouvez pas étudier. L'artisan ne peut pas travailler. On ne peut pas faire l'irrigation. On ne peut pas avoir des industries. Donc, l'énergie est fondamentale. C'est pourquoi au COP21, nous avons exigé de nos partenaires qu'ils accompagnent l'Afrique afin que l'Afrique sorte de l'extrémité. 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'électricité. C'est extrêmement grave. Nous avons donc obtenu que de 2016 à 2020, et puis nous accompagnons pour 10 gigawatts. Nous espérons que progressivement, nous allons donner la lumière à l'Afrique et permettre de développer l'industrie. Le quatrième, c'est l'agriculture. La majorité des populations africaines vivent dans les campagnes. Mais qu'est-ce que nous constatons? L'exode rural, particulièrement au niveau des jeunes. Mais quelle est la conséquence? Ces jeunes viennent s'entasser dans les villes, des bidonvilles, et créer non seulement les victimes de chômage, mais ils sont l'objet de toutes les tentations. Et là, je m'adresse aux jeunes du Burkina, du Mali et du Niger. Car vos pays, vos gouvernements sont obligés de distraire une partie du budget pour faire face au terrorisme. Au lieu que le budget soit consacré au développement du pays, ils sont obligés d'acheter des armes pour faire face au terrorisme.
ce qui affaiblit leur capacité d'investissement. Donc il est extrêmement important que nous soyons solidaires avec vous et qu'ensemble nous mettons le combat pour vaincre le terrorisme. Mais comme j'ai dit à vous dernièrement, nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme par les armes. Parce que le terrorisme fruit sur quoi? La pauvreté et l'injustice. Pourquoi les terroristes, s'ils sont jeunes, ils diront ça, va mettre une bombe? Parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas de revenus. Donc, la première nécessité pour nous, pour vaincre le terrorisme, c'est de lutter contre la pauvreté, mais aussi contre l'injustice. Ça veut dire que les ressources du pays doivent être équitablement réparties, particulièrement au niveau des couches les plus vulnérables, les jeunes, les femmes, etc. C'est ça qui peut couper la racine du terrorisme. À ce moment, nous pouvons le vaincre militairement. L'agriculture est extrêmement importante parce que la majorité des populations africaines sont dans l'agriculture. Nous avons des terres riches, nous avons l'eau. Rien ne nous empêche d'avoir une agriculture performante. Cela est extrêmement important parce que vous pensez qu'aujourd'hui que ce qui est le plus important pour un pays pour aller là-bas, c'est le pétrole. Non. Demain, le riz, le blé seront plus importants que le pétrole. Pourquoi? La population du monde augmente, mais la nourriture ne suit pas. Donc ça veut dire que l'Afrique a la chance demain d'être le grenier du monde. Ce qui va nous permettre de nous développer sérieusement, plus que le pétrole. Cela est fondamental. Et aussi, surtout, cela va mettre fin à l'exode rural. Parce que si les jeunes ont du travail, si j'ai accès à l'Internet et à toutes les nouvelles technologies en étant au village, pourquoi viendrait-il à Conakry, à Bamako, à Dakar ou à Lomé? Non. Mais il faut que la jeunesse soit consciente de ses responsabilités. Elle ne doit pas seulement dire investissez en nous. Mais il faudrait qu'elle aussi, elle prenne ses responsabilités. D'abord, ne pas se laisser manipuler par la religion et la politique. Ne pas se laisser instrumentaliser, mais aussi lutter contre un certain nombre de travers, l'alcool, la drogue. On doit investir dans une jeunesse, mais aussi une jeunesse qui décide d'être saine, qui se prend en main. Il ne s'agit pas pour les chefs d'État de vous prendre comme des bébés, mais de vous accompagner en vous tenant les mains, en vous guidant. Mais si vous voulez qu'on vous prenne dans les bras, alors vous serez jamais à lui. Donc, nous avons aussi une responsabilité. Ensuite, c'est l'industrie. L'Afrique regorge de matières premières, mais nous sommes un déversoir de produits finis et un fournisseur de matières premières. Pourquoi ne pas transformer ces matières premières chez nous? Cela suppose un élément d'intégration économique. Parce que nos pays, à part quelques pays comme le Nigeria et autres, n'ont pas un marché élargi qui peut permettre d'avoir des usines d'aciérie ou d'aluminium. Mais si nous nous mettons ensemble, généralement à Abidjan, que tout le monde pense que c'est la Chine qui est le plus grand marché de l'aluminium. Je dis non. Si vous regardez maintenant les maisons en Afrique, très souvent les portes des fenêtres étaient en bois. Mais regardez, de plus en plus, les fenêtres sont en aluminium. Donc ça veut dire que l'Afrique sera un très grand marché pour l'aluminium. Donc, si nous transformons la bourse de Guinée en aluminium, nous n'avons plus besoin d'exporter une grande partie en Asie, mais nous le consommons en Afrique. C'est la même chose pour l'acier. Non, des mieux de fer. Mais nous avons notre minerai de fer brut, donc il n'y a pas de valeur ajoutée. Voilà un somme de réalités qui nous interpelle. C'est là pourquoi nous avons confié au président du Niger, mon frère Youssoufou, le programme de libre-échange pour que les pays africains puissent, qu'il n'y ait plus de frontières douanières et que le commerce africain devienne l'essentiel.
Parce que quand vous regardez aujourd'hui, le commerce inter-africain est faible par rapport au commerce entre l'Afrique et l'extérieur. Le président Idriss Déby a la charge d'appliquer le mot d'ordre, donc il va convoquer un forum. Parce que je l'ai dit, c'est bien qu'on veut investir dans la jeunesse. Il faut dire qu'on sache ce que la jeunesse veut. Il faut d'abord commencer par les écouter. Donc le président Idriss Déby va convoquer un forum pour d'abord écouter la jeunesse. On ne peut pas faire le bien de quelqu'un malgré lui. Si vous voulez faire le bien de quelqu'un, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'il veut. Nous devons donc d'abord écouter la jeunesse. Ne pas nous mettre à leur place, les écouter, voir comment nous pouvons mieux les accompagner. Voilà pourquoi le président Idriss Déby va convoquer ce forum où la jeunesse va exposer. Parce que pourquoi nous disons tirer pleinement profit de la demande démographique pour investir dans la jeunesse? C'est que contrairement à certaines théories qui pensent que l'augmentation de la population est un handicap, non. Dans le cas de l'Afrique, non. Étant donné que notre développement est dans le retard et que nous avons un très grand avenir de développement, cette jeunesse est la main d'œuvre dont nous avons besoin. Surtout que la jeunesse africaine aujourd'hui n'est pas comme celle d'hier. Ce n'est pas les jeunes assis au village qui ne comprennent rien. Les jeunes sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Et nous avons aujourd'hui un monde unifié. C'est-à-dire, en 5 minutes, vous pouvez savoir ce qui se passe en Indonésie, aux États-Unis, en Russie, etc. Donc c'est une jeunesse éclairée. C'est pourquoi, si nous n'arrivons pas à résoudre le problème de l'emploi jeune, nous aurons une bombe. Parce que ces jeunes-là peuvent être ensemble en bombe pour nous faire plus ce fait. Donc, il est de notre devoir aujourd'hui qu'on se prenne en main. Mais l'Afrique aussi doit se prendre en main. Très souvent, nous sommes victimes des ingérences. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Si nous voulons nous développer, il faut qu'on soit d'abord le maître de notre destin. Cela suppose aussi que nous ayons le courage de prendre nos responsabilités. Je dis, l'Union africaine, si vous voyez avant, l'essentiel du budget est financé par l'Union européenne. Mais comment voulez-vous dire que vous êtes indépendant si c'est l'extérieur qui vous finance? La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Mais nous avons pris conscience de cela aussi. À Kigali et à Addis, nous avons décidé que chaque pays consacre 2,2% de ses importations au financement de l'Union africaine. Si nous respectons tout cela, à partir de l'année prochaine, l'Union africaine n'aura besoin d'aucune aide extérieure pour son fonctionnement. L'indépendance politique commence d'abord par l'indépendance financière. Mais nous avons constaté aussi qu'au niveau des populations, au niveau des jeunes, l'Union africaine n'a pas de visibilité. Si nous demandons des jeunes sur quoi l'Union africaine ne peut pas vous répondre. Parce que l'Union africaine n'a pas de visibilité au niveau des populations. Pourquoi? Nous prenons des résolutions sur résolution, mais il n'y a pas d'application concrète. Nous avons chargé le président Kagame de nous proposer des réformes de l'Union africaine. Nous avons fait déjà une partie. Et au lieu de prendre 10 résolutions, au mieux prendre 2 et l'appliquer concrètement. Si nous appliquons concrètement notre mot d'ordre, c'est-à-dire la jeunesse africaine saura que c'est l'Union africaine et quel est son rôle, quelle est sa nécessité, pourquoi elle est nécessaire. C'est la même chose pour l'utilisation des femmes. Donc là aussi, nous sommes en train de transformer l'Union africaine pour que ce soit une union au service des populations, des jeunes, des femmes et des Africains des pays déshérités. Quelqu'un se tourne vers l'Union africaine en disant l'Union africaine est notre espoir. Aussi, nous demandons au chef d'État d'être plus conséquent. Parce que si nous-mêmes ne respectons pas notre union, pourquoi voulez-vous que l'extérieur respecte? Donc, nous avons choisi un seul mot d'ordre. Tirer pleinement profit de la dividende démographique pour investir dans la jeunesse. Et nous allons faire en sorte que ce ne soit pas un mot d'ordre vide. Puisque nous avons, chaque pays doit régulièrement rendre compte de l'avancée. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire avancer ce mot d'ordre concrètement? À chaque sommet, chaque chef d'État devra présenter un rapport qui sera discuté et critiqué pour voir si effectivement nous faisons des efforts.
En Guinée, nous sommes des réservoirs de châteaux de l'Afrique. Nous avons des terres. Comment ça se fait que nous importons du riz? Comment ça se fait que pendant la période coloniale, on était les premiers producteurs de bananes et d'exportateurs ou de café? Alors comment ça se fait que dans les années 50, nous étions la terre principale de culture d'exportation et qu'aujourd'hui, nous soyons inexistants et que la Côte d'Ivoire nous ait dépassé année-lumière? Les Guinéens doivent se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Et tirer les leçons. Mais en tirant les leçons, nous avons décidé non seulement de nous battre pour l'utilisation alimentaire, mais de relancer des cultures d'exploitation, des cultures de rente. Le café, le cacao, le noix de cajou, le sésame, etc. Mais la Guinée a un avantage aujourd'hui. Comme nous sommes très en retard, nous allons avoir les semences les plus améliorées. Si je prends le cas du cacao par exemple, le cacao simple, vous mettez 5 ans pour produire. Le cacao Mercedes, produit au bout de 18 mois. Donc, ça veut dire que les paysans guinéens qui sèment le cacao et commencent à avoir des bénéfices au bout de 18 mois, ils n'ont pas 5 ans. C'est la même chose pour le sésame. Le sésame coûte excessivement cher sur le marché, mais produit tous les 3 mois. Donc, il est de notre devoir de développer les cultures d'âme pour maintenir la jeunesse guinéenne dans les campagnes afin qu'il n'y ait pas de migration dans les villes pour des chômeurs ou des bandits. Mais aussi l'agro-industrie. L'agro-industrie est fondamentale pour transmettre les matières premières et minérales et agricoles sur place. Surtout, nous avons tiré une leçon. La Guinée produit beaucoup de pommes de terre. Mais vous savez, nous avons des défauts. On veut manger le riz le matin, le riz à midi, le riz le soir. Donc, ces pommes de terre, nous les exportions. Lorsqu'il y a eu de Bola que les frontières étaient fermées, les pommes de terre ont pourri. Donc, cela montre que c'est une nécessité de transformer notre première agricole sur place en produits finis qui ne pourrissent pas, qui ne nous utilisent pas. Mais cela est valable pour tout le reste. Nous faisons les noix de cajou, mais les commerçants indiens viennent acheter pour aller transformer en Inde. Pourquoi? Pourquoi nous-mêmes ne faisons pas des jeux de transformation? Parce que les noix de cajou, vous prenez un petit sachet comme ça, et ça coûte plus cher qu'une tonne de noix de cajou brut. Pourquoi nous ne transformons pas nous-mêmes les noix de cajou sur place et exporter plutôt que notre matière première, celle de matière première en Inde? Voilà donc un sont des réalités concrètes de possibilités de transformation de l'Afrique pour investir dans la jeunesse. Je pense que nous avons pris conscience de ça au niveau des chefs d'État et je crois que nous allons faire en sorte que le thème que nous avons adopté à Addis Abeba soit réellement transformé en réalité pour que la jeunesse africaine ne soit plus obligée d'aller mourir dans le désert du Sahara ou en Libye ou dans les eaux méditerranéennes. L'immigration devient un fléau, non seulement pour les pays développés, mais pour nous. Parce qu'avec l'immigration, vous voyez ce qui se développe aujourd'hui, le populisme. Le trait qu'il a pu gagner en Hollande, vous voyez ce qui se passe dans des pays comme la Pologne, même en France, etc. Donc, il est nécessaire que nous les aidions aussi, qu'il y ait moins d'immigrants. Mais s'il y a des immigrés, c'est parce que l'Afrique n'a pas été développée. Donc, il y a une grande responsabilité. C'est pourquoi dans les discussions sur comment mettre par l'immigration, il faut qu'ils tiennent compte aussi de nos intérêts, c'est-à-dire des intérêts réciproques, afin que le retour des immigrés soit un facteur de développement, non pas un facteur d'aggravation de la situation sociale de nos populations. Pour cela, il faut que nous disions d'égal à égal. Parfois, on déforme, parce que les gens, parfois, ne comprennent pas. Quand j'ai dit aux pays francophones, coupons le cordon ombilical, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez le cordon ombilical, vous êtes encore un bébé. Quand on coupe le lien majeur, ça veut dire que nous devons agir en tant que pays souverain face à nos amis de ce pays souverain en pays souverain sur la base des intérêts réciproques. En dehors de cela,
ce n'est ni refus ni rien, mais il faut que nous défendions nos intérêts. Il faut que nous développions nos pays. La population du monde dans les autres continents vieillit. Vous voyez par exemple la Chine, c'était un enfant, maintenant ils ont décidé de 2 enfants. Alors que nous avons l'avantage inverse. Notre population est de vieillir pas. Mais ça ne va pas durer. C'est pourquoi nous devons aller très vite. Parce qu'avec la santé, il y aura les Africains vivront de plus en plus longtemps. Donc ça veut dire que progressivement, nous tomberons dans la même situation que les pays développés. C'est pourquoi il est extrêmement important d'investir maintenant, au moment où la population est majoritairement jeune, en leur permettant de maîtriser l'enseignement à la santé. Voilà le défi que nous avons aujourd'hui. Mais les jeunes, ces défis ne font pas de les laisser seuls. Nous devons les relever avec vous. Parce que vous aussi, vous devez être conscient. Vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Mais très souvent, vous revendiquez vos droits, mais vous n'appliquez pas vos devoirs. Vous devez, au lieu d'être d'aller boire dans le café, vous devez être assidu à l'école, studieux. Nous avons aussi des avantages avec une nouvelle technologie et l'éducation. Vous pouvez être à Conakry, des cours sont donnés à Pékin ou à New York ou à Paris, grâce aux nouvelles technologies. Vous avez toutes les possibilités aujourd'hui d'avoir accès au savoir, toutes les possibilités. Mais cela suppose que vous-même, vous fassiez l'effort d'aller. Vous pouvez avoir tous les livres, même sans aller à l'université de Paris, vous pouvez avoir tous les livres. Faudrait-il que vous acceptiez d'étudier, que vous soyez studieux? Donc, chacun de nous a ses responsabilités. Parce que si on ne vous parle pas un langage de vérité, si on est démagogue, vous n'irez pas, on ne réussira pas. Il faut qu'on vous oblige aussi à savoir que vous avez des responsabilités. Nous avons nos responsabilités, vous aussi vous avez des responsabilités. Il est de notre devoir d'investir en vous. Mais il ne faut pas qu'on investisse comme si on était l'argent dans l'eau. L'investissement doit amener des pousses. Sinon, ça serait un investissement inutile. Donc, il faut qu'on parle aux jeunes le langage de vérité. Pas de démagogie pour vous faire plaisir. On doit parfois vous choquer en vous disant ce qui ne va pas chez vous aussi. Sinon, on ne vous rendra pas service. Alors moi, je ne vous parlerai pas un langage de démagogie. Donc, j'espère, vous savez, en 2050, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine. Donc, si nous n'investissons pas aujourd'hui, que sera l'Afrique en 2050? Un désert. Alors, donnons-nous la main, travaillons ensemble. Nous, on investit en vous, et vous, on vous voit grandir. Merci. Ainsi, il s'agit pour les décideurs du continent d'harmoniser les politiques éducatives et socio-économiques afin de faire de la capture du dividende démographique une réalité dans les prochaines années. Vous suivrez l'intégralité de cet événement juste après ce journal. Le président de la République a auparavant reçu en audience des investisseurs venus des Émirats arabes unis. La délégation de Jampour Group était venue expliquer au chef de l'État sa volonté d'investir dans plusieurs domaines en Guinée. Ibrahima Keita pour le compte-rendu. Il était un peu plus de 18 h hier vendredi quand le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience les responsables de Jampour Group des Émirats arabes unis. Spécialisés dans le domaine de la production de l'énergie, de la logistique, du pétrole, des mines, notamment de l'or, ces investisseurs ont exprimé au chef de l'État leur volonté d'intervenir en Guinée. En réponse, le président de la République, professeur Alpha Condé, a rassuré ses interlocuteurs de sa volonté, de celle du gouvernement et du peuple de Guinée, de voir cette intention se concrétiser au plus vite. Les investisseurs émérités à leur sortie d'audience au Palais Séoutouréa. On a évoqué la possibilité de créer des dépôts pour l'essence et pour le gasoil
qui est une chose qui est très importante ici, et ensuite de voir quelles sont les opportunités dans différents domaines pour trouver des possibilités d'investissement aussi bien dans le domaine minier que dans le domaine pétrolier. Ces investisseurs ont en outre apprécié les efforts de la Guinée dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans le pays, toute chose qui encourage. Le séminaire gouvernemental se poursuit à Conakry. Les ministres reviennent à tour de rôle sur les acquis de leur département, mais ils mettent également l'occasion à profit pour révéler et expliquer les perspectives et les défis qui restent à relever à leur niveau. Compte rendu, Ousmane Bangoura. C'est un cadre de concertation et d'évaluation des acquis du gouvernement. Cette rencontre répond au double objectif de qualifier l'action gouvernementale et de favoriser l'atteinte des objectifs globaux de développement. En matière de réforme des finances publiques, pour ce qui concerne particulièrement le ministère du Budget, c'est de travailler sur le système fiscal dans son ensemble. C'est améliorer l'efficacité en fait de tout le système fiscal et travailler sur l'équité fiscale aussi. Dans le cadre de notre participation au programme national de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le développement durable de l'agriculture, le PASS en date, le département du commerce a pu développer des études diagnostiques pour des filières de VA, d'huile de palme et aussi d'arachide. Et nous avons pu avoir un financement de l'Agence française de développement qui nous a permis de réaliser ces études. Pour relever les multiples défis et contraintes auxquels le pays est confronté, le gouvernement s'engage à poursuivre la rationalisation de l'organisation et le fonctionnement du travail pour améliorer l'efficacité de son action. Lutter contre l'impunité dans notre pays. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais pour construire un état de droit digne de son nom, pour que la population ait confiance à la justice, il faut absolument lutter contre l'impunité et qu'on puisse instaurer dans ce pays ce qu'on appelle ailleurs impunité, tolérance zéro. Un contrat commercial donc pour l'extension du port de Conakry est signé avec l'entreprise chinoise Chek portant sur l'aménagement d'un terminal minier de 220 mètres linéaires, le quai fondé à une profondeur de 13,8 mètres en marée basse et un terrain plein de 10,5 hectares. Sur la base des lettres de mission des chefs des départements ministériels, des avancées significatives ont été enregistrées dans certains domaines, notamment la promotion d'une bonne gouvernance et la transformation économique durable et inclusive. Dans l'actualité également, Dr Mohamed Lamine Bangoura est le nouveau vice-président de la Cour constitutionnelle. Il remplace à ce poste Dr Alia Diaby en application de la loi organique qui définit l'organisation et le fonctionnement de cette Cour. La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités du pays. Reportage Nabi Zakaria Bangoura. Les représentants des institutions nationales, les diplomates et plusieurs hauts cadres de l'État se sont donné rendez-vous à la Cour constitutionnelle pour assister à la passation de service entre les vice-présidents sortants et entrants. Après 2 années de mission bien accomplies, Dr Alia Diaby passe le témoin à son successeur, Dr Mohamed Lamine Bangoura, conformément à la loi organique qui régit le fonctionnement de l'institution. La cérémonie que nous organisons ce matin entre dans l'application de la dite loi dont l'article 8 dispose que le président de la Cour constitutionnelle est assisté d'un vice-président élu par ses pairs à la majorité absolue des membres présents et votants pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Après son mandat de 2 ans, Dr Alia Diaby s'est réjoui des progrès accomplis par la Cour avec rigueur. À son actif, plusieurs réalisations ont été faites, à savoir l'élaboration récente du recueil de jurisprudence de la Cour. Nous avons assuré la supervision de la rédaction de 73 arrêts et surtout l'élaboration du projet de règlement financier pour la Cour et enfin, et j'insiste là-dessus,
la mise à disposition, le recueil des arrêts et avis que voici. Ce recueil qui comporte une note de présentation met en exergue 17 arrêts rendus en 2015, 45 en 2016, 11 en 2017 dans les différentes matières relevant de la compétence de la Cour. En prenant fonction, le nouveau vice-président de la Cour constitutionnelle a remercié les conseillers pour le choix apporté à sa personne. Il a ensuite invité les uns et les autres à resserrer le rang pour promouvoir le droit au sein de l'institution. Chers conseillers, seul le travail d'équipe me paraît motivant. Et je compte sur l'investissement décuplé de tous pour mieux assumer mes fonctions de vice-président, comme cela fut le cas pour mon prédécesseur. Au cours de la cérémonie, un poème a été déclamé en l'honneur du vice-président sortant pour lui rendre hommage. La signature du procès verbal de passation de service entre les vice-présidents sortants et entrants a mis fin à la cérémonie. Je vous le disais dans les titres, la télévision nationale s'apprête à fêter son 40e anniversaire, 40 loyales années au service du peuple de Guinée. Dans la perspective de cette célébration, nos équipes se sont rendues à la RTG Boulbiné, la maison qui a abrité votre première chaîne de télévision nationale. Presque à l'abandon aujourd'hui, cette chaîne risque d'arrêter ses programmes si des mesures urgentes ne sont pas prises à temps pour sa rénovation. N'est-ce pas, Memouna Bella Diallo? Créée en 1977 grâce à la coopération guinéo-libyenne, la RTG Boulbiné, première chaîne de télévision du pays, est en train de mourir à petit feu. Tout est aujourd'hui vétuste. Une vétusté partant des locaux aux installations, comme le témoigne le responsable de la chaîne. C'est compte tenu de tout ce que représente aujourd'hui cette maison, qui est la maison mère de toutes les radios et télévisions de Guinée. La télévision est née ici, à Boulbiné. La radio, après la radio Banane, c'était immédiatement ici. Mais la vérité aujourd'hui, c'est qu'elle tombe en ruine. Et il n'y a pas de lumière. Le travail est presque au ralenti. La foi, la bravoure, disons, la passion qu'ont les travailleurs d'ici, c'est tout cela qui fait qu'on continue quand même à marcher. Jadis vitrine de la propagande des idéaux du parti au pouvoir, ce plateau qui a vu passer de célèbres journalistes guinéens ne dispose aujourd'hui que d'une seule caméra. Pire, la lumière y est absente. La direction des programmes manque de moyens pour produire l'essentiel des émissions. Les conditions de travail sont rudimentaires. Nous avions, lors de la réunion en commission, arrêté 42 types d'émissions à produire. Donc, depuis pratiquement 3 ans, je peux vous dire qu'on n'a même pas la moitié des émissions produites. Et cela est dû à de nombreux facteurs. D'abord, le facteur ressources humaines. Quand les hommes qui sont là sont capables de produire, c'est d'abord l'aspect le plus important. Et deuxième aspect, l'aspect ressources matérielles. Nous ne sommes pas suffisamment équipés. Troisième aspect, c'est le nerf de la guerre, c'est l'aspect finance. Il n'y a pratiquement pas de budget de production. Depuis que moi je suis chef des programmes, je n'ai jamais reçu un quelconque montant pour dire que ça c'est destiné à la production d'une émission. On n'a que 2 caméras opérationnelles sur 3. Et sur les 2 aussi, il n'y a qu'une seule caméra qui répond dans les normes. L'éclairage, comme vous voyez, fait défaut. Parce que ici, tout est à reprendre. Hein. Quand on parle de plateau, on parle d'abord de caméra. Et si les caméras ne répondent pas aux normes réelles qu'il faut, franchement, on n'a qu'à beau se battre. On ne peut pas dire que le résultat sera 0, mais le résultat tirera vers le médiocre. Et il faut augmenter le nombre de caméras au plateau, de micros, de moniteurs, ainsi de suite. Ici, pratiquement, avec 4 ou 5 caméras pour la production et pour le journal, c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne les unités légères, comme on appelle unités de reportage, si on a 6, 7, 8, ça nous arrange.
Les premières pluies tombées récemment affectent les installations électriques de la chaîne, ce qui contraint les travailleurs à fuir la chaleur dans les bureaux et studios non climatisés. Ce maintenancier dont le bureau est privé d'électricité est obligé de s'installer dehors pour sauver ce qui peut encore l'être des appareils. Mais selon le directeur de la télévision de Boulbiné, l'espoir est permis après le passage du président de la République dans leurs locaux. Des dispositions quand même ont été prises. Et vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, le professeur président Alpha Condé, avait déjà effectué une visite ici. Et après cette visite, des décisions ont été prises. Heureusement qu'elles ne sont pas restées lettres mortes parce qu'il y a eu des effets tout de suite. C'est vrai qu'on a reçu des équipes techniques ici avec lesquelles on a travaillé, de techniciens chinois. Au moment où je vous parle, tout a été mis en ordre et il y a exactement, ça faisait le 3e vendredi la semaine dernière depuis que le tout finalement a été signé avec le groupe chinois pour la rénovation, le rééquipement et la réfection ici à Boulbiné. Selon le ministre, je crois que les travaux pour cette rénovation, en tout cas tout se fera en moins de 2 mois. Le groupe électrogène de la RTG Boulbiné ne bénéficie pas d'entretien depuis plusieurs mois. Quant à l'émetteur, aucun problème n'est signalé, nous dit la Direction nationale des services de diffusion. Maïmouna Bella Diallo reviendra dans nos prochaines éditions sur le cas de la RKS, la radio Kaloum Stéréo, cet autre média de service public de la RTG Boulbiné qui risque aussi de fermer faute de moyens financiers et techniques, sans oublier l'état de dégradation poussé de la maison qui l'abrite, comme vous venez de le suivre dans ce reportage. La société Électricité de Guinée tient à rompre avec les compteurs classiques. Pour ce faire, elle implique les leaders religieux dans la campagne de sensibilisation des citoyens qu'elle mène depuis un certain moment afin que la nécessité des compteurs à prépaiement soit bien perçue. Reportage Nabi Kamara. Les imams de Conakry étaient en atelier de formation cette semaine au Centre islamique national de Donka. Les cours ont porté sur la pose des compteurs à prépaiement et leurs avantages pour les populations. Une initiative de EDG qui poursuit son programme de sensibilisation de la société civile sur l'installation de ces nouveaux produits à la place des compteurs classiques. Toute cette campagne de sensibilisation a consisté à faire comprendre aux imams, qui sont des personnalités importantes dans la société guinéenne, pour transmettre le message à l'ensemble des citoyens, notamment à travers les sermons des vendredis, mais aussi à travers d'autres occasions, pour expliquer le sens de cette campagne que nous menons, qui va œuvrer pour l'intérêt général, puisqu'il y a beaucoup de subsides que l'État met en œuvre, alors qu'ils peuvent être utilisés pour d'autres secteurs sociaux. Désormais, ces imams devront servir d'interface entre les consommateurs du courant électrique et l'électricité de Guinée pour faciliter la pose des compteurs à prépaiement dans les familles de Conakry. Une démarche perçue par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique comme celle qui consiste à rapprocher davantage EDG de ses clients. Aujourd'hui, pour véhiculer les meilleures informations, des informations crédibles pour les populations de Guinée, en passant par les imams, je crois que c'est la meilleure information qu'on peut véhiculer. Les compteurs à prépaiement ne sont pas venus pour créer des problèmes au sein de la population. Les compteurs à prépaiement, c'est pour les moins nantis. C'est pour des populations qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir payer leurs factures. Cette formation des imams des 630 mosquées de Conakry a duré 2 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés sur la RTG Coloma.